Ray Dalio est un des plus grands investisseurs au monde. Il a fondé la société Bridgewater, qui est le plus grand fonds obligataire au monde. Donc, lorsque Ray Dalio se passionne pour un sujet, cela vaut le coup de jeter un œil. Or, ces dernières années, Ray Dalio a travaillé intensément sur la croissance et la chute des empires à travers l'histoire. Aujourd'hui, je vous résume la vision de Ray Dalio sur la Chine, sur la base des premiers chapitres publiés de son prochain livre, Les changements de l'ordre mondial, pourquoi les nations réussissent ou échouent. Allez, c'est parti! Je parle souvent de la Chine sur cette chaîne car j'ai la conviction que l'Asie est la zone du monde qui sera la plus active pour la décennie en cours. Mes informations sur l'Asie viennent principalement de la société GAFCAL, qui est une société de gestion de fonds et de recherche économique basée à Hong Kong, car ce sont des gens compétents que je connais très bien personnellement. D'ailleurs, Ray Dalio les connaît aussi puisque le célèbre portefeuille All Weather, appelé 4 saisons en France, est basé sur les cadrans de GAFCAL que Charles Gave a publié au début des années 70. Voici la matrice de Charles axée sur la croissance et l'inflation, et voici la matrice du portefeuille All Weather de Ray Dalio, basée sur l'inflation et la croissance. Alors, que dit Ray Dalio sur la Chine? Tout d'abord, il nous explique qu'il faut regarder l'évolution des empires sur le très long terme. Les phases d'ascension et de chute des empires s'étalent sur des siècles. Si vous voulez vraiment voir les phases d'ascension et de récession, il faut prendre beaucoup de recul. Les travaux de Ray Dalio ont été réalisés sur les 15 derniers siècles. Bien sûr, la plupart des empires n'ont pas 15 siècles d'ancienneté. Il n'y a que la Chine, l'Inde ou le Japon qui peuvent prétendre à une existence aussi longue. Regardons en détail ce que cela donne pour la Chine, l'empire actuel le plus vieux au monde. Une chose importante pour comprendre ces graphiques, il s'agit de la puissance relative par rapport aux autres empires. Cette courbe mesure un écart relatif par rapport au monde et non une croissance absolue comme peut l'être le PIB. Bref, de nombreux empires disparaissent au bout d'un cycle ou deux. Chaque cycle s'étale en moyenne sur environ 5 siècles selon les phases suivantes. Une phase de croissance pendant laquelle l'empire connaît la prospérité qui engendre une bulle sur la dette. La fin de cette période de croissance se termine par l'explosion des inégalités de richesse au sein de l'empire. Vient alors la phase de régression qui se déroule par étapes successives. Comme la bulle de crédit devient insoutenable, l'empire corrompt la monnaie pour donner l'illusion que tout est sous contrôle, ce qui engendre des tensions sociales très fortes, puisque monsieur et madame tout le monde se rendent bien compte qu'ils sont de plus en plus pauvres. Finalement, ces tensions et ces déséquilibres se terminent par une refondation politique et économique. Cela peut être sous la forme d'une révolution, à savoir un changement de régime, ou par tout autre moyen de renverser l'ordre établi. Enfin, un nouvel ordre s'installe et l'empire, s'il a survécu, repart sur un cycle de prospérité. Ces cycles longs, qui s'étalent sur des siècles, sont ponctués par de petits cycles à l'échelle de quelques décennies. Bien, maintenant que vous avez compris le raisonnement fondamental, regardons où est-ce que les empires actuels en sont dans leur cycle. Les empires européens sont rentrés dans un cycle long de régression au profit des USA au cours du XXe siècle, voire du XIXe siècle pour l'empire hollandais par exemple. Les USA, quant à eux, ont connu une première phase de prospérité à la suite de leur création à partir du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il est donc logique de voir les USA amorcer une phase de régression, notamment par rapport à la Chine, qui, de son côté, a connu près de 200 ans de misère au cours du 19e et du 20e siècle. Ce que je trouve tout à fait pertinent dans cette analyse, c'est que cela colle très bien avec les observations financières que l'on peut faire sur la dette et les taux d'intérêt. Les USA ont une dette colossale avec des taux d'intérêt à 0%, ce qui signifie qu'il n'y a plus de croissance à long terme, pendant que la Chine a des taux d'intérêt largement positifs et une dette publique maîtrisée avec de bonnes perspectives de croissance. D'ailleurs, lorsque l'on voit la croissance chinoise ralentir, puisque nous passons progressivement d'une croissance moyenne supérieure à 10% au cours des 20 dernières années à une croissance entre 5 et 10%, on voit bien ce phénomène de rationalisation de cette poussée ascendante que connaît la Chine depuis les années 80. On retrouve bien ce constat sur les graphes de Ray Dalio. La Chine est en pleine phase d'expansion et cette phase est partie pour durer encore 10 ou 20 ans avant d'atteindre sa maturité.
Alors comment Ray Dalio voit la Chine, sachant qu'elle reste un pays autoritaire, très loin de notre modèle démocratique? J'entends souvent dire que la nature autocratique du régime chinois est le principal obstacle à une ascension durable. Sur ce point, le fondateur de Bridgewater nous dit de nous méfier. Il ne faut pas chercher à comprendre la Chine en lui appliquant notre logique occidentale. Selon lui, la Chine a 3 caractéristiques très différentes par rapport à nous. La Chine n'est pas structurée autour d'une religion, comme peut l'être le christianisme, mais autour du confucianisme, qui se rapproche plus d'une philosophie, comme a pu l'être le soufisme chez les Arabes par exemple. En une phrase, le christianisme met la responsabilité individuelle au cœur de l'organisation sociale, tandis que le confucianisme met l'harmonie du groupe au cœur de la société. Dit autrement, le Christ a toujours dit de bien nous comporter sans jamais nous dire quoi faire précisément. C'est à chaque chrétien de chercher la meilleure manière d'être un bon chrétien. Le Christ ne donne que des principes et aucune règle pratico-pratique. Dans le confucianisme, les choses sont différentes. La société chinoise explique à chacun de ses membres qu'il doit occuper dignement la place qu'il occupe dans la société. Le respect des pairs et la bienveillance envers les personnes socialement inférieures sont de mise. Pour résumer ces différences en 2 expressions, en Occident, la société vous dit « dépasse-toi, repousse tes limites et fais de ton mieux ». En Chine, la société vous dit « le clou qui dépasse appelle le coup de marteau ». C'est pas tout à fait pareil. En Chine, nous valorisons la prise de risque et nous méprisons celui qui vit au crochet des autres. Tandis qu'en Chine, c'est l'honneur qui est respectable et la honte qui est méprisable. Le confucianisme engendre ce que Dalio appelle le légalisme. Pour survivre, la société chinoise vous dit de faire corps avec le groupe. Si vous tenez votre place dignement, alors le groupe prendra soin de vous. En Occident, nous avons tendance à considérer ce type de régime comme fasciste, car chaque individu n'a pas la liberté d'autodétermination. En Chine, on vous dira que suivre le groupe, c'est la seule façon pour que tout le monde survive. Gardez cela en tête, car cela éclaire bien des différences de point de vue entre l'Occident et l'Asie. Enfin, le taoïsme est le 3e facteur culturel qui va faire toute la différence entre Occident et Chine. En Occident, nous plaçons ce qui est bien au-dessus de ce qui est mal. On cherche par-dessus tout à éviter la souffrance au profit du bien-être de chacun. En Chine, cette conscience taoïste intègre le bien et le mal comme les 2 faces d'une même pièce. Cela conduit à accepter bien plus facilement au niveau du groupe un mal pour un bien. C'est la porte ouverte à tous les raisonnements utilitaristes qui permettent de justifier le malheur des uns pour sauvegarder le bonheur du plus grand nombre. Dit autrement, un héros aux USA sauve tout le monde à la fin du film et il ne renonce jamais à sauver le dernier homme, la dernière femme, le dernier enfant et même des fois le dernier chien, même si cela peut compromettre la survie de milliers d'autres personnes. Dans les films chinois, on se rend compte très vite, pour ceux qui en ont regardé, que les sacrifiés sont bien plus nombreux, en cohérence avec le dicton « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Dans la crise du Covid, on comprend beaucoup mieux la réaction des autorités chinoises ou japonaises, beaucoup plus dure sur les restrictions des libertés individuelles que cela a été le cas dans les sociétés occidentales. Donc, porter un jugement sur le modèle chinois avec nos yeux d'occidentaux est un exercice périlleux car c'est un pays continent qui ne fonctionne pas du tout comme nous, culturellement parlant. Même sur le plan expansionniste, si à peu près tous les empires occidentaux ont cherché à s'étendre militairement au-delà de leurs frontières, ce n'est globalement pas le cas de la Chine, car c'est un pays continent à lui tout seul. Les grands conflits qui ont traversé ce pays ont la plupart du temps eu lieu à l'intérieur du pays qui est tellement vaste. C'est aussi une question de culture, puisque la Chine a toujours établi des rapports avec les puissances voisines selon ses principes. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous explique dans la lettre du mois de décembre, déjà parue, comment investir en Asie et surtout comment pondérer ses investissements dans votre portefeuille global. L'Asie présente de belles perspectives, mais il est aussi important de pondérer votre exposition à ce pays si différent de nous. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.